Bonjour et bienvenue à toutes et à tous sur le plateau d'Event Again. Toute l'équipe d'Event Again a grand plaisir de vous retrouver. Nous sommes le jeudi 22 avril en direct depuis le studio de Meetings. Évidemment, les techniciens d'Eurosono que j'aperçois derrière la régie sont en place pour la réalisation de notre webinaire. Event Again, évidemment, toujours à vos côtés pour vous, professionnels du secteur de l'événementiel, pour vous représenter, vous informer et vous protéger. Au programme, aujourd'hui, notre grand témoin sera Mathieu Ozanam, rédacteur en chef du média Ours, avec un S entre parenthèses. On l'interrogera d'ailleurs sur le nom Ours. En sa compagnie, nous parlerons de l'aventure de ce pure player et magazine lancé peu avant le confinement. Et puis, nous donnerons la parole successivement à Samuel Riblier, directeur de Jazz à Vienne, pour un entretien enregistré par Marion Marie, et à Nicolas Brett, président de TOS Events, qui sera avec nous en plateau pour parler du secteur des traiteurs événementiels. Et nous conclurons, évidemment, comme d'habitude, avec une séquence artistique en compagnie de notre duo Lulu sur la colline pour une nouvelle performance en live. Webinaire Event Again numéro 14. On passe tout de suite à l'actualité de votre association. Bonjour Anne, bonjour Olivier, comment allez-vous? Bonjour. Bonjour, toujours très en forme. Les semaines se passent. Et se ressemblent malheureusement, Ouais, c'est ça? C'est ce que tu attendais? On a la chance de retrouver nos adhérents tous les 15 jours. Ouais, et puis d'un autre bonjour côté, tout le monde. Merci d'être là. Voilà, Ravi merci de vous effectivement. retrouver. Vous êtes nombreux à être présents Et oui, aujourd'hui. et c'est les vacances. Voilà, en plus. on pensait qu'avec les vacances, on n'aurait personne et on s'est dit on va se retrouver entre nous, mais non, finalement, Et oui. nous sommes ravis de vous avoir avec nous. Et oui, et parti roux, quand on a les limitations de 10 km sans attestation, c'est un peu difficile. Alors, on va parler de l'actualité de l'association, évidemment. On va commencer avec toi, Anne, avec quels sont les liens, le climat avec la région. Il y a des actualités qui se sont déroulées ces dernières semaines. Alors finalement, toutes les semaines, il y a des actus, ça bouge et on fait bouger les choses. Donc pour ceux qui avaient suivi la dernière visioconférence en présence de Laurent Wauquiez, qui nous avait proposé un certain nombre d'aides à l'investissement pour un montant de 5 000 €. Nous avions quelques de nos adhérents qui avaient essayé d'obtenir ces aides et qui étaient revenus bredouilles. Donc nous avons agi, nous avons contacté tous les services possibles et imaginables et nous avons réussi à avoir des informations. Donc attention, les infos arrivent sur un slide devant vous. Vous pouvez encore vous connecter le plus rapidement possible puisque vous découvrirez tout à l'heure que la date butoir est le 30 avril. Donc vous pouvez aller sur le site de la région Ambition Éco Auvergne-Rhône-Alpes. On vous a préparé un petit slide bien précis qui vous permet de vérifier que vous pourrez rentrer votre dossier et obtenir une aide montant jusqu'à 5 000 € pour des investissements sur les lieux, sur votre local commercial notamment. Donc vous pouvez voir sur ce lien toutes les informations. Vous allez sur l'accueil site économique d'Ambition Éco. Vous pouvez noter les informations sur le plan de relance et les mesures économiques. Ensuite, vous, au cas où vous n'arriviez pas à vous joindre, je pense qu'on peut avancer le slide d'après. Merci. Vous pouvez lire qu'il est indiqué comment pouvons-nous vous aider. Ensuite, vous pouvez télécharger, si vous le souhaitez, le règlement, puisque ce document a été signé le 9 avril. Alors, ce qui se passe, vous vous en doutez, c'est qu'à partir du moment où Laurent Wauquiez décide de quelque chose, il faut que ça soit validé. Le temps que ça soit validé et que ça rentre sur le système informatique, c'était un peu long, mais c'est chose faite. Donc, jusqu'au 30 avril, vous pouvez contacter ou le numéro vert si vous êtes coincé, ou bien sûr faire cette demande en ligne sur toutes ces aides qui vous sont présentées. Alors, on ne va pas faire un test en direct pour les appeler. Non, mais ce qu'on peut dire, pardon, c'est qu'on enverra, et merci Anne et Cléa pour ce boulot, on enverra à tous les membres ces slides, voilà, que vous puissiez retrouver. Si ça peut vous aider pour aller chercher ces aides, tant mieux. Et pour finir, peut-être rappeler, Anne, qu'il ne faut pas s'inquiéter qu'il n'y ait pas d'onglet événementiel d'une certaine manière. Oui, voilà, en effet, c'est plutôt généraliste, mais nous sommes, nous, acteurs de l'événementiel, tout à fait dans ce fichier aussi, donc n'hésitez pas à le faire. C'est onglet commerçant, oui, c'est voilà, ça, ou commerce. Oui, commerce, absolument. Ok. Et autre chose, il est vrai, Olivier, que nous avons été informés par la région que donc Laurent Wauquiez a envoyé un mail à notre Premier ministre. Un courrier. Un courrier que nous avons reçu nous, par mail, que nous avons fait suivre à tous nos adhérents, qui montre bien
et nous en sommes assez fiers finalement, que notre filière est bien identifiée aujourd'hui, puisqu'il a envoyé ce courrier demandant un soutien et des points précis au Premier ministre. Donc bien évidemment, dès que nous avons des retours de la région, on vous le fait savoir. Très bien, on a envoyé ce courrier à l'ensemble des membres. Hein. Ouais. Voilà. Donc la voix de l'événementiel est portée au plus haut niveau, encore une fois, et c'est tout le travail de l'association, encore une fois, de Event Again. On passe, merci beaucoup. Anne, on passe, voilà, il est question d'une assemblée générale en juin. Alors, Olivier ? Oui, parce que comme toute association qui se respecte, on se doit de réunir nos adhérents. Nous avons 6 mois d'existence. Arrivent des échéances que nous espérons toutes et tous. Donc on s'est dit qu'au mois de juin était peut-être le bon moment pour arriver à se réunir si on en a la possibilité, bien évidemment. Pour faire une assemblée générale. Alors j'avoue que ordinaire, extraordinaire, je ne sais pas, ça on verra avec les statuts, mais on va dire peu importe. Donc faire une assemblée générale pour discuter entre nous de l'avenir de notre association, de son objet, de ce que chacun voudrait y voir et de ce que chacun voudrait y mettre. Donc ça nous semble important de nous réunir et de discuter de tout ceci ensemble. Et ce sera aussi l'occasion pour nous d'organiser, on va dire, la dernière visio du premier semestre, parce qu'on sera sur une date, on ne l'a pas encore, mais on va vous la donner très rapidement. On sera sur une date fin juin, grosso modo, ce qui nous permettra de terminer l'ensemble de cette séquence de visio. Je pense que... Alors, si les dates qu'on nous donne sont à peu près les bonnes, avec des réouvertures planifiées, potentielles, etc., à partir du 3, 10, 15 mai, je pense que nous aurons tous beaucoup de choses à faire. Donc, on va essayer au sein de l'association de faire encore deux visios au mois de mai, le 6 et le 20 mai, si je ne m'abuse. C'est ça. Voilà. On fera encore ces 2 visios au mois de mai. Et au mois de juin, on fera, je pense, qu'une seule visio, fin juin, qui sera une visio un peu récap, qui sera un peu le point avant les vacances, avant la reprise, etc. Après, en fonction de l'actualité, on s'adaptera s'il y a des choses à dire primordiales. Mais j'espère en tout cas que nous aurons tous du travail à ce moment-là, qu'on pourra relancer les machines. Et donc du coup, on fait nos 2 visios au mois de mai et on n'en fait plus qu'une grosse fin juin qui sera avec l'Assemblée Générale, donc sur un format hybride, GLURPS, c'est-à-dire et physique et digital. Okay. Je l'ai dit, GLURPS. Alors, on continue à parler échéancier d'une certaine manière. On parlait, voilà, depuis quelques semaines d'un événement festif, peut-être pour amener quelque chose. Oui, il y a 2 choses. Vous savez qu'au sein de l'association, c'est peut-être quelque chose dont on pourra parler fin juin. Depuis le début, on veut célébrer la fin de la crise et se dire, quand ça redémarre, on organise un gala tous ensemble où chacun est acteur. L'idée n'est pas de faire un cocktail voilà, où on discute autour d'un verre. Non, c'est que chacun soit acteur et puisse participer à un numéro. Donc on a cette idée. Si vous voulez participer avec nous à l'élaboration de cet événement, bienvenue, rejoignez-nous. C'est pas tout de suite, c'est pas la priorité, mais ça fait quand même partie des choses auxquelles on pense. Et puis sur le planning, on a vu passer des choses. Alors là, sur le planning d'ouverture. Sur le planning, sur le planning d'ouverture, on a vu passer des éléments où on nous dit que sur des éléments plein air, on pourrait être à une jauge de 40%. Sur des événements type musée, conférence, etc., on pourra être sur du 35%. On n'a pas de date. On n'a pas confirmation de ces chiffres, mais en tout cas, c'est là, ça circule. Je crois que Jean C. parle ce soir. On va bien voir ce qu'ils disent, mais voilà. En tout cas, on en est là, un petit peu d'espoir, même si tout n'est pas rose pour tout le monde. Voilà. Donc, les amis, allez, gardez la foi. Très bien. On est là, on essaye de se battre avec vous. Merci, Président. Je pense qu'on a été complet. Merci Anne, tu restes avec moi. On va passer à la rubrique suivante. Sur notre plateau Event Again, nous accueillons notre grand témoin. Parfait, il est dans les temps. Mathieu Ozanam que nous recevons en plateau et en direct, Event Again évidemment. Bonjour Mathieu. Bonjour.
bienvenue. Vous êtes président du Club de la presse de Lyon. Vous avez été rédacteur en chef d'Intermédia, hebdomadaire papier bien connu, localement évidemment, régionalement, dédié à la presse, à la communication et au marketing, dont les publications sont arrêtées en 2019, à l'été 2019, je crois. Et c'est un peu sur les cendres de cette aventure que vous avez décidé de créer Ours avec un S entre parenthèses. Écoutez, présentez-nous la genèse de ce projet, Ours. Ouais, alors avec l'arrêt d'Intermédia, on avait la possibilité soit de se dire au revoir avec tous les anciens collègues, soit de se serrer les coudes et de repartir sur un nouveau projet. Et effectivement, généralement, les cendres, c'est un bon terreau. Et donc, on est parti du constat de ce qu'il fallait faire évoluer, en fait, dans la proposition d'un média professionnel pour les professionnels de la communication, pour retravailler un projet. Alors, on y a travaillé déjà entre nous pour faire un peu un bilan. Avec des membres de l'ancienne équipe, exactement, avec des membres de l'ancienne équipe, de l'équipe commerciale et de l'équipe rédactionnelle. Un grand nombre des journalistes, des pigistes qui travaillent avec nous nous a accompagnés dans cette nouvelle aventure. Donc on a travaillé pendant 6 mois en faisant des petits groupes de travail aussi, en présentant un peu le projet à des professionnels de la communication, des directrices de la communication, des agences. Vous l'avez testé, prototypé. Voilà, pour pouvoir voir si ça résonnait effectivement, si on était sur le bon chemin. Et donc, on s'est lancé. Le site a été ouvert le 21 février 2020, très précisément. C'est ça. 3 semaines avant le confinement. Le confinement. Alors, on va revenir effectivement sur cette trajectoire et comment on traverse en fait une période aussi particulière quand on lance une nouvelle entreprise, d'une certaine nouvelle agence. On va voir comment, dans les termes, on peut l'appeler. Une question, une curiosité. Ours avec un S entre parenthèses. Pourquoi ce nom Alors pourquoi justement pour qu'on nous pose la question parce que très bien. Quel teasing. Ours, parce que Ours dans le milieu de la presse, vous savez, c'est la petite rubrique qu'il y a écrit en petit où il y a le nom de tous ceux qui ont contribué. Donc il y a le service abonnement, il y a les journalistes, il y a le service commercial et on sait où contacter les gens. Et comme Ours, la vocation c'est de dire qui fait quoi dans le milieu. Voilà, ce terme de la presse nous semblait être adéquat. Et pourquoi le S ? Parce que c'est un pluriel. Alors, vous savez, le mot ours, c'est l'animal, évidemment, c'est notre totem. Mais en anglais, c'est ours. Et nous autres qui avons fait ce journal, mais comme on a un média professionnel et on veut parler à une communauté professionnelle, évidemment, on veut rassembler et je crois que Event Again, c'est exactement ce sens. Complètement. Donc, plein de subtilités autour de la marque. C'est très intéressant. En tout cas, ça remplit la curiosité que je pouvais avoir. Alors, on dit que c'est un site de pure player. Qu'est-ce que ça veut dire, pure player? Alors, un pure player, ça veut dire qu'on a ouvert notre site internet et que le média, il existe d'abord par le web. D'accord. Donc, il est accessible de partout, de votre téléphone, de votre ordinateur, par les réseaux sociaux qu'on a ouverts. Et puis, on a un pure player, mais qui aimons bien le papier, le print. Et donc, c'est pour ça qu'on a un trimestriel imprimé. Donc, à chaque changement de saison, à peu de choses près, il y a un imprimé qui est travaillé. C'est une revue qui est travaillée avec un illustrateur. D'accord. Alors, Mathieu, je suis ravie que tu sois sur le plateau avec nous, parce que je trouvais qu'il fallait un peu de l'arroseur arrosé, puisqu'on parle toujours des gens qui font de la communication, mais eux ne s'expriment jamais. Donc je suis ravie que tu sois là. Donc on voit évidemment ton document que tu nous as gentiment apporté, qui est très séduisant et qu'on peut mettre dans nos bureaux et coloré, avec justement une personne qui agit et qui devient très connue, qui vous fait tous les croquis. Oui, Simon Bailly est un illustrateur lyonnais et on est très content qu'il nous accompagne. Il est en train de vraiment prendre une autre dimension parce qu'il travaille pour de la presse américaine, la presse nationale, Le Monde, Libération, pour des revues comme Zadig. Donc on est vraiment ravis qu'il nous ait accompagnés sur le lancement de cette revue. C'est un Lyonnais ? C'est un Lyonnais. Un Lyonnais talentueux, encore un. Et Parfait. On travaille avec l'agence Keyblind, que certains d'entre vous connaissent probablement, qui travaille beaucoup sur le graphisme avec des illustrateurs. Papier recyclé, il me semble, non? C'est ça ou... Alors, on est vraiment, notre site est hébergé à Clermont-Ferrand. Ouais. L'imprimeur est dans la Loire, donc quand on dit qu'on a un média de la région, il est naturel qu'on travaille avec les acteurs de la région. Alors moi j'ai une question, quel est votre modèle économique? Comment vous fonctionnez? Parce qu'il faut parler de sous aussi. Quels sont vos piliers justement? Je crois qu'il y a 3 piliers. Oui, il y a 3 piliers. Effectivement, quand on a travaillé ce projet, lancer un média, j'allais dire, c'est à la portée de chacun. Effectivement, on ouvre un site internet.
des réseaux sociaux, c'est, j'allais dire, facile. Ce qui est plus difficile, c'est de durer justement dans le temps. Et nous, on travaille sur 3 piliers. Le premier pilier, c'est les abonnements, parce qu'un média sans abonnés, c'est compliqué. Sans lecteurs, c'est compliqué. Et sans abonnés, c'est encore plus compliqué. Donc, il est important que chacun prenne conscience que l'information a un coût, parce qu'il y a des journalistes qui travaillent et qu'il faut rémunérer tout simplement. Le deuxième pilier, c'est la publicité et notre guide en ligne. Alors, c'est quoi le guide en ligne? C'est que vous cherchez un prestataire, par exemple dans l'événementiel. Le premier réflexe, si vous ne savez pas à qui vous adresser, c'est peut-être d'aller sur Google. Mais nous, on veut changer ce réflexe et on veut que les abonnés, les directrices de la communication, les directeurs de la communication, quand ils vont consulter pour savoir qui va filmer, qui va organiser l'événement, qui va changer l'identité graphique, plutôt que de taper 3 mots dans Google, viennent sur ourscom.fr avec le guide en ligne pour voir quelles sont les agences et les prestataires. Et comme nous, on a parlé des réalisations de ces prestataires, de ces agences de communication, ils peuvent aller voir, voilà, j'ai bien aimé ce que telle agence a fait pour tel client et je vais les mettre dans la boucle pour ma consultation. C'est le deuxième pilier. Et le troisième pilier, ça rejoint ce pourquoi on est là aujourd'hui, c'est la partie événementielle. Parce qu'on est une communauté professionnelle et donc on a un média d'information, mais on veut aller vraiment à la rencontre de ces membres de la communauté. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que on a des événements avec du contenu, par exemple un expert qui va venir prendre la parole sur un point et on peut avoir un public d'abonnés ou de personnes qui veulent participer et qui vont pouvoir venir à cette occasion-là nous rencontrer. Et donc c'est créer une ambiance, une communauté d'esprit et de passion. Alors justement, vous dites que Ours est un média indépendant. Donc indépendant à quel titre? C'est une ligne éditoriale? C'est justement en lien au modèle économique et au financement? C'est sur tous ces points-là. C'est-à-dire que du point de vue du financement, eh bien effectivement, nous avons, avec les 4 associés, mis en commun nos moyens. On est allé voir une banque qui nous a prêté de l'argent. Donc autant vous dire que quand on va voir une banque et qu'on a un média, il faut les convaincre. Et ils ont été convaincus. Donc il y a déjà cette indépendance parce que c'est nos propres moyens que l'on met dans cette histoire. La deuxième indépendance, c'est que c'est un média professionnel. C'est-à-dire que parfois on nous demande « mais est-ce que je peux relire l'article avant publication ?» Eh bien non, parce que si vous relisez avant, c'est un publié reportage, c'est de la communication. Pourquoi pas? Je vous mets en relation avec le directeur commercial, mais nous sommes journalistes, donc non, vous ne relisez pas avant. Et cette indépendance, en fait, elle est obligatoire parce que si le mot se passe que tout ce qui est publié en fait est un public communiqué, on perd de la crédibilité. Et comme on parle à tout le monde et que chacun, je parlais du guide en ligne, est un peu en concurrence avec le voisin, vous comprenez que si on commence à mettre un peu trop en valeur un tel, les autres vont nous dire « mais attendez, vous n'êtes plus très indépendant justement ». Alors, on le rappelle, vous avez créé Ours 1 mois avant le confinement, début 2020. Comment vous avez traversé cette période? Qu'est-ce que vous avez mis en place? Est-ce qu'il y a eu des inquiétudes? Comment vous vous êtes projeté en fait? Et puis on verra comment l'avenir en sortie de crise se passera pour vous. Ouais, alors dire qu'il n'y aurait pas eu d'inquiétude, là, ce serait vraiment mentir. Non, effectivement, il y a eu un moment où on s'est demandé, mais qu'est-ce qu'on fait? Et une fois qu'on a sauté dans le grand bassin, on nage très vite et très fort pour atteindre l'autre côté, ou en tout cas, on reste pas figé. En fait, comme beaucoup de médias, on s'est rendu compte que c'était une chance d'être un média en ligne, parce que les audiences, vraiment, ont progressé très très vite, très très fort. Nous, on a plusieurs réseaux sociaux, mais LinkedIn, qui est un réseau social professionnel, est important pour nous, évidemment. Vous communiquez beaucoup sur LinkedIn. Et on voit que cette communauté, elle grossit très rapidement pour nous. Donc, c'est un peu paradoxal, mais ça a eu un effet bénéfique pour tous les médias en ligne. Et cette notoriété qui était naissante, elle a été propulsée par le contexte très particulier qu'on a vécu. D'accord. Alors, petite question d'actu, parce que là, on essaye d'être positif et on l'est tous. On pense à une sortie de crise et à des événements, même hybrides, qui vont avoir lieu très bientôt. Qu'est-ce qui va se passer tout début juin avec vous en votre compagnie? Oui, alors nous, on a justement, je parlais de ce troisième pilier qui sont les événements, et nous avons les premiers trophées de la communication
les ours de la communication. Donc les ours de la communication vont avoir lieu le 1er juin dans un lieu à Lyon qui s'appelle la Chapelle de la Trinité. Deuxième arrondissement. Évidemment, on est très attentif aux jauges pour savoir qui pourra participer. On est évidemment en train de, comme on le fait là, de préparer une retransmission en live pour que ça puisse avoir un bel écho. Alors, on a eu beaucoup de candidatures, une 60aine. Il faut dire qu'on a un jury vraiment de qualité qui est présidé par la directrice de la communication de Sodial. Sodial, on les connaît plus par leur marque. C'est Candia, c'est Président, c'est voilà, Entremont, c'est toutes ces belles marques. On a la directrice de la communication de Michelin, de l'EM Lyon. Enfin voilà, on a un très beau jury. De la Chambre régionale de commerce et d'industrie, Absolument. Et donc, on a un jury qui est paritaire, qui représente toute la région, puisque la présidente est d'Annecy. Et on est vraiment ravis. On a été obligé de décaler un petit peu dans le temps parce qu'évidemment, on ne savait pas si on pourrait le tenir en présence. On a vraiment la volonté de ne pas faire juste un événement dématérialisé, mais vraiment de réunir les gens. Vous le sentez, vous le savez, on est tous très impatients de se retrouver. Et ça peut être l'occasion, ce 1er juin, d'avoir un premier rendez-vous, même si c'est sur un mode avec 30% de la capacité normale. Alors, est-ce qu'on peut égrener quelques prix qui vont être remis? Justement, il y a des catégories, c'est ça? Oui, alors c'est une première édition, donc en fait, il y a 9 catégories. On a été vraiment attentif à ce que l'ensemble des professionnels de la communication soient représentés. Ça veut dire qu'il y a un prix pour les jeunes talents, donc les moins de 26 ans, soit qui sont en études, soit qui viennent d'en sortir. On a un prix pour les freelances aussi, parce que c'est important, les freelances, dans cette période, de mettre en valeur le travail qu'ils ont réalisé. Il y a la communication RSE, évidemment. Voilà, il y en a 9 en tout, mais on peut en retenir 2. C'est le prix de la meilleure agence. D'accord. Donc, or, argent et bronze, évidemment. Meilleure agence de communication. Et puis, il y a le ou la meilleure directrice de la communication. Et donc là, c'est le jury qui est souverain et qui va décider pour l'agence et pour la directrice ou la directeur de la communication. D'accord. Alors on peut peut-être rappeler à nos adhérents que les candidatures sont closes et peut-être que derrière votre écran, vous êtes peut-être candidat à gagner un des prix de la cérémonie Ours de remise effectivement des trophées de la communication ou de l'événementiel, en tout cas Ours. 62 candidats, donc répartis dans toutes ces catégories-là. Vous savez combien de temps cette cérémonie va durer? Comment elle s'organise aujourd'hui? Vous êtes en train de la travailler? On est en train d'y travailler. Ouais. Alors on sait que il faut pas que ce soit comme au César et que ça se termine à minuit avec des personnes qui se promènent tout nus sur scène. Quoique, pourquoi pas. Mais en tout cas, on est en train d'y travailler pour que ce soit dans un format qui soit agréable, qui soit dynamique, évidemment. 9 catégories, c'est une première édition. On ne terminera pas à 30 catégories au bout de 10 ans, mais en tout cas, on espère qu'il y aura des déclinaisons et peut-être qu'il y aura d'autres moments dans l'année, peut-être qu'on sera plus sur des événements digitaux, sur d'autres prix. En tout cas, on pense que c'est vraiment le moyen de rassembler une communauté et de mettre en valeur les réalisations. En tout cas, vu le nombre de candidatures, c'est un bon signe. C'est un bon signe. Qui portait sur l'année 2020, année difficile. Nous-mêmes, on a été vraiment ravis de voir qu'il y ait déjà 60 candidatures. Voilà, vous êtes satisfait puisque finalement, en gros, en un an d'existence, vous arrivez à créer un événement qui a largement appelé beaucoup de personnes qui sont candidates. Donc, ça veut dire que ça a marché. Ça veut dire que les gens ont compris qui était Ours. Et puis, ça veut dire qu'ils ont aussi travaillé en 2020. Ça veut dire qu'il y a quand même eu quelques réalisations. Donc, on peut se dire que sur une deuxième édition, ce sera encore mieux. Tout à fait. Bravo, félicitations. Félicitations. On retrouve donc de vous avoir sur le plateau avec nous. Ours en ligne sur lesoursdelacom.fr. C'est l'adresse du site web et en support papier, en mensuel et sur abonnement. Merci encore Mathieu d'être venu à nos côtés, rédacteur, je le rappelle, en chef du magazine Ours. Merci à Anne et je vous souhaite une bonne fin de journée. À très bientôt Mathieu Ozanam. Je vous propose maintenant de visionner l'entretien qu'a mené Marion auprès de Samuel Riblier, directeur du festival Jazz à Vienne, enregistré ce matin dans les locaux de Meetings. Merci aux équipes techniques de Rosono pour la réalisation. Samuel Riblier nous parle évidemment de la difficile équation de maintenir un festival aussi important en situation de contraintes sanitaires. On les retrouve tout de suite dans la rubrique « On vous donne la parole ». Bonjour,
Bonjour Samuel. Bonjour Marion. Nous avons donc la chance d'accueillir Samuel Riblier, qui est le directeur du festival Jazz à Vienne, qui a accepté de venir dans les locaux de Meetings pour nous parler de son actualité. Avec plaisir. Alors, pour commencer, vous allez nous dire quelques mots sur le festival, sur comment il se présente cette année, et puis nous faire un petit parallèle avec l'année dernière, s'il vous plaît. Oui, alors le parallèle avec l'année dernière, il va être facile, puisque l'année dernière, c'était un peu calme. Jazz à Vienne fait partie des festivals qui essaient de se maintenir. Nous avons annoncé la grande partie de la programmation il y a 15 jours. Donc on a décidé de jouer, de rester dans la course jusqu'au bout, jusqu'au plus loin qu'on peut et finalement d'y croire. Donc on a une programmation, le reste de la programmation, il y aura 18 dates au Théâtre Antique, nous en avons annoncé 14. Les 4 restantes seront annoncées la semaine prochaine et on aura ainsi la programmation complète et on y va, on est parti. C'est un peu cette impression de lancer un sprint mais dans un brouillard quand même. Moins qu'on puisse dire. En tous les cas, nous, on est ravis que vous mettiez tout en œuvre pour que ça ait lieu. Quand je voulais parler un petit peu de l'édition, c'était surtout de parler de l'édition précédente et de se dire, en 2019, est-ce qu'il y avait le même nombre de dates de programmées, nombre de spectateurs en 2019 ? Alors le dernier festival, donc en effet, c'était 2019, qui avait été une vraie réussite. Jazz à Vienne a pu compter de plus de 220 000 festivaliers. Il faut se rappeler que Jazz à Vienne a une particularité, c'est que nous avons une offre importante de spectacles gratuits en accès libre. Il y a une scène payante, c'est celle du Théâtre Antique que tout le monde connaît, mais on a aussi en ville le jardin archéologique de Cybèle et puis plein de projets un peu partout dans les communes aux alentours, etc. C'est vraiment en 15 jours on a vraiment beaucoup de choses. On dit souvent qu'à Jazz à Vienne, de midi à 3h du matin, vous pouvez en continu écouter de la musique sans avoir à vous acquitter d'un billet d'entrée pour les concerts. Donc voilà, donc 2019 c'était évidemment la meilleure édition, la plus belle édition en termes de spectateurs, de spectacles, oui, d'artistes. Je crois pouvoir dire que oui, on avait un peu augmenté le nombre de festivaliers, mais on n'est pas non plus rivé là-dessus à tout craint. On n'a pas un petit tableau de bord et un compteur journalier, mais en effet, c'était une réussite parce que les gens étaient là, parce que tout était réuni, parce que la météo aussi. On est un festival en plein air, donc voilà, ça compte évidemment. Avec un magnifique coucher de soleil. Un magnifique coucher de soleil et un magnifique lever de soleil si vous faites la dernière soirée qui est une nuit. Donc vous pouvez avoir le coucher de soleil et le lever de soleil dans le même lieu. Donc oui, effectivement, alors ça fait un petit peu bizarre d'en parler aujourd'hui. On a l'impression que c'était il y a un siècle. On a oublié, c'était il y a 2 ans, ça nous semble être une éternité. C'est drôle parce que pour préparer 2021, il y a des réflexes qui reviennent moins. On s'aperçoit que quand on fait quelque chose tous les ans, il y a une espèce d'habitude, de routine qui se fait. Et il suffit de s'arrêter un an pour que quelquefois on se repose des questions qu'on ne s'était jamais posées. Ce qui a une vertu quand même, mine de rien. Ça permet peut-être de se réinterroger sur certaines choses. Là, les organisations sont évidemment complètement chamboulées. Et ça permet, oui, peut-être de revoir un certain nombre de choses. Je voulais en parler un peu plus tard, mais du coup, comment ça se passe par rapport à vos équipes ? Parce que le Festival de Jazz à Vienne, c'est aussi beaucoup de bénévoles. Oui. Donc, comment vont-ils ? Les bénévoles, ils vont bien, ils sont prêts. Tout le monde est au taquet. En effet, Jazz à Vienne, sur les 15 jours, on a 300-400 personnes qui œuvrent au quotidien. On a des bénévoles, on a nos techniciens, on a les saisonniers, on a l'équipe permanente, on a les prestataires. Donc toute cette fourmilière un peu se connaît, voilà, a plaisir de se retrouver. Ils sont tous là cette année. Ah ouais, ils seront plus Chouette. que là, ils sont tous dans les starting blocks, ils n'ont qu'un espoir, c'est de revenir. Les 12 derniers mois ont été particulièrement difficiles
Alors pour les bénévoles, je pense c'est plus facile à vivre, voilà, parce que c'est pas leur métier et ça leur pose probablement moins de problèmes. Mais c'est vrai que les 12 derniers mois sur les techniciens, on en a qui ont bossé 3 jours là en décembre, 2 jours en janvier, et voilà, c'est ça leur quotidien depuis presque un an. Et ça, voilà, nous on les a soutenus parce qu'il y a eu les dispositifs d'activité partielle, etc. On a mis tout le monde, on a mis les techniciens, on a mis les artistes, on a mis tout ce qu'on pouvait mettre en 2020. C'était important, ça reste une grande famille. Hein. Ah bah, sans eux, on ne peut rien faire. Le festival, ils ne peuvent pas avoir lieu. Voilà, un festival comme Jazzavienne qui a 40 ans, je pense notamment aux techniciens, sur, 80 techniciens, il y en a bien une bonne moitié qui est là chaque année. On sait bien comment ça se passe. Voilà, leur année, elle est souvent faite un petit peu comme ça. Et donc, ce sont des choses ce sont des rendez-vous annuels ou dans leur planning, ils comptent sur Jazzavienne, autant que Jazzavienne compte sur eux d'ailleurs. Donc c'est pour ça qu'il y a ce côté intermittent, en réalité, il est un peu dépassé. Bah, comme nous aujourd'hui, hein, avec les techniciens de Rossonneau qui sont là, parce que sans eux, on ne pourrait pas le faire. Donc merci. Quelques questions aussi sur justement la programmation. Donc la programmation est sortie, vous venez de le dire, il y a une quinzaine de jours. Comment se porte la billetterie ? Eh bien, plutôt bien. C'était important de sortir cette programmation. On était assez impatients. Nous aussi, on attendait ça avec impatience. Cette impatience, elle est encore plus importante que les autres années, puisque, encore une fois, on est sûr de rien, hein, de ce qui va se passer. Ça reste un pari. On s'est dit, allez, on y va et on verra bien. Et dans le on verra bien, la réponse du public, la réponse de la billetterie, fait partie de la réponse globale. C'est-à-dire que, qu'est-ce qui va se passer ? On va lancer la programmation et alors, il va se passer quoi ? Ça va faire plof. Les gens vont dire, non, ils sont pas bien, non, moi j'y vais pas, j'y crois pas, ça va pas se faire, c'est pas la peine que j'y aille, je le sens pas le truc, je vais attraper une saloperie, voilà. La réponse sont là, le public est là, manifestement, il est présent, il a envie d'y croire. Au-delà des chiffres de billetterie qui sont plutôt bons, même si c'est à relativiser parce que la jauge n'est pas la même. Ce qui est important, ce sont les messages qu'on a reçus. C'est vraiment, on est sur de la bienveillance, de la solidarité, la compréhension. On a dû limiter certains abonnements parce que la jauge elle est vraiment très, très, très compliquée à gérer. Et les retours du public, c'est non mais pas de souci, allez, je vais m'arranger, allez, ok, moi je serai là. Allez, on y croit ensemble, tenez bon, ouf, ça fait du bien de vous voir. Enfin voilà, on est vraiment dans ça. Et pour l'équipe permanente de Jazzavienne, ça leur fait un bien fou, quoi. Ah bah, c'est pour nous aussi. Vous parliez de la jauge tout à l'heure, donc qui ne sera bien évidemment pas la même qu'en 2019. Aujourd'hui, quels sont les chiffres ? Quels sont à la date d'aujourd'hui, du 22 avril ? Voilà, à date. À aujourd'hui, donc je rappelle, le Théâtre Antique, c'est une grande salle, hein, la jauge elle est de 7500 personnes. Dans 7500 personnes, il y a du assis et il y a du debout. Aujourd'hui, avec le maximum 5000, tout assis et distancié, avec la distanciation de l'automne 2020, c'est-à-dire un siège par groupe, voilà, on descend en dessous de 4000. Donc aujourd'hui, on est sur une jauge qui est inférieure à 4000, parce qu'on a appliqué ce qu'on croit avoir compris des instructions. Est-ce qu'il y a déjà des soirées qui sont complètes avec cette jauge-là ? Du coup, des soirées complètes, avec ce complet-là, on va en avoir plus, forcément. Bien sûr. Au moment où je vous parle, on a une des soirées Malouf qui est complète. Nous sommes quel jour ? Nous sommes jeudi. Jeudi. Voilà, je pense que demain ou samedi, Jamie Cullum va être complet. Sur les 18 soirées, on va vers 7, 8, 9 soirées qui vont être complètes avec cette jauge-là. Donc c'est paradoxal parce qu'à la fois, une espèce de billetterie comme ça avec une grosse interrogation, et le paradoxe, c'est qu'il y a moins de place à vendre.
et qu'il faut se dépêcher pour en avoir. Donc il y a ce côté, ouais, peut-être je vais attendre de voir, sauf que si j'attends, ce sera trop tard. Sauf si... Ils ouvrent la jauge. Voilà, dans le meilleur des scénarios, c'est ça, je vous le cache pas, parce que c'est un peu le vrai pari de l'affaire. Hein. On est fin avril. Le festival, il est dans 2 mois. Les choses vont extrêmement vite, dans un sens comme dans un autre. On est bien d'accord. Ça peut être une catastrophe dans 2 mois. À la limite, ce sera facile de prendre une décision, de dire ah, voilà, comme l'an dernier, ok, ben, nous on dit au public qu'il n'y a rien à perdre hein, de toute façon. Hein, voilà. Et puis dans 2 mois, peut-être que les choses peuvent être meilleures qu'aujourd'hui. Et là, oui, c'est vrai qu'on compte un petit peu dessus quand même. Ben, on espère tous. Voilà, parce que dans cette salle, moins de 4000, voilà, il y a un équilibre financier qui est difficile. Nous, on a pris au mot le ministère de la Culture, hein, je rappelle, il y a 2 mois, Madame la ministre de la Culture, elle a dit allez, moi j'encourage les festivals à y aller, allez-y, voilà le cadre. Eh ben, nous, on y va. Par contre, faut que chacun assume derrière, parce que voilà, chacun fait sa part. On est en train de faire notre part. On a une programmation artistique. On va prévoir tout dans les sens, dans les protocoles, voilà. Le public est en train de faire sa part. Le public a sa part là-dedans pour que les festivals se tiennent. Donc visiblement, le public est prêt à faire sa part. Nous, on aura fini notre job, quoi. Voilà. Donc on a le public, on a les intermittents, les organisateurs sont là, les bénévoles et les entreprises. Les entreprises, comment réagissent-elles ? les entreprises, c'est assez drôle. On a eu des premiers jours un peu, comment dirais-je, d'attente ou de timidité ou de curiosité. Et on le rappelle aussi, en fait, Jazz à Vienne a aussi un accueil. Absolument, a aussi des réceptifs. Mais ça y est, là, ça va, ça commence à bouger sérieusement. On a eu la chance, on l'a vu hein, dans ces moments-là, d'avoir des entreprises fidèles qui ne viennent pas forcément juste consommer le concert. C'est-à-dire qu'on a des entreprises qui à peine regardent la programmation en réalité. Hein. Il y a le lieu quand même. C'est magique. Il se passe quelque chose dans ce lieu. Et puis, elles n'imaginent pas ne pas être présentes à Jazz à Vienne. Voilà. Elles ne savent pas quel jour forcément, mais elles savent qu'elles seront là. Voilà. Donc, la difficulté, là, c'est la même que pour le public. On est sur une jauge évidemment moindre. Donc, de dire à la fois, attention, les places seront limitées. Donc, les entreprises sont là, elles nous ont montré leur fidélité ouais, sur 2020. Ça faisait chaud au cœur également. On est beaucoup sur un tissu de PME. Hein. Parce que c'est important, ça participe du dynamisme du territoire. Donc oui, les entreprises seront là. Ouais. Bon, bah super. Après, une autre petite question, parce que je sais qu'on a un timing un petit peu serré. Je voulais savoir comment pour boucler la programmation, est-ce que vous avez des difficultés par rapport aux artistes, pour les déplacements difficiles ? Le problème de la programmation, c'est que ça se conçoit comme des tournées. Un artiste, il fait une tournée. Voilà. Il va passer à Jazz à Vienne, mais pas que. Alors, il y en a qui font une tournée de 2 dates, et puis il y en a qui font une tournée de 80 dates. Bon. La difficulté, c'est que dans le contexte qui est le nôtre, il y a des tournées qui s'annulent. Et ça ne dépend pas que de Jazz à Vienne. Il vous suffit de 1 ou 2 festivals qui annulent, ou 2 ou 3 salles qui ne peuvent pas ouvrir. Et ben, le management de l'artiste va regarder, dire sur les 15 dates, il y en a 6 qui ne sont pas bonnes. J'arrête tout et j'annule la tournée. Quand bien même Jazz à Vienne, ce serait possible. Donc ça, on n'y peut pas grand-chose. Donc en effet, on a eu ça. On a eu aussi d'autres artistes où on a vraiment insisté et qui ont joué le jeu. Je parlais de Jamie Cullum tout à l'heure. Au final, Jamie Cullum qui devait avoir 20 dates, il en aura 2 en France. Il y aura Jazz à Vienne et le festival Django Reinhardt en région parisienne. Bravo. Parce qu'il dit allez, ok, et puis il y a une petite histoire et tout ça. Mais par contre, faut un peu insister. Et puis on a des artistes comme Ibrahim Malouf, comme Marcus Miller, qui jouent le jeu jusqu'à dire bon, ok, la jauge elle est moindre. Eh ben on fait 2 dates. Voilà, Ibrahim Malouf, on va le faire 2 jours de suite. Marcus Miller, on va le faire 2 soirs également. Parce que moitié de jauge, double concert.
Et ce sont des négociations un peu avec les artistes où on sait que voilà, il y a une bienveillance aussi de leur part. Je disais tout à l'heure, chacun fait sa part, et les artistes aussi ont leur part, ont leur rôle à jouer dans tout ça. D'accord. Bon, bah, c'est une bonne nouvelle. En tout cas, la programmation est superbe. Pour terminer, vous avez une petite anecdote sur le festival à nous raconter? Ah oui, c'est vrai que vous m'aviez demandé une anecdote. L'anecdote, non, j'ai pas une anecdote rigolote. Je vais redire ça, mais on a juste envie d'être là cet été. Rappelez les dates en même temps. Voilà, 23 juin, 10 juillet. Petit focus sur le 10 juillet quand même. J'invite ceux qui nous regardent à s'intéresser à la dernière soirée, qui est une nuit, qui commence à 20h30, qui finit à 6h du matin. Voilà, il y a 6, 7 concerts, je ne sais même plus. Il faut vraiment voir ça une fois, il faut vraiment le faire une fois. C'est une expérience physique, sensorielle. Cette année, c'est un petit pied de nez, c'est une sorte de confinement volontaire au Théâtre Antique. Je vous invite tous à vous confiner volontairement au Théâtre Antique dans la nuit du 10 au 11 juillet. Voilà, c'est une espèce de grande soirée pyjama. On vient avec ses duvets, voilà, c'est une vraie aventure. Hein. Il y a quelque chose qui se passe. On n'est pas beaucoup à faire ça. Donc voilà, il y a un petit pied de nez, comme ça sur ça. Donc j'invite tout le monde à s'intéresser à tout ça et puis à faire en sorte qu'on se revoie et puis que voilà, rien qu'on se reverra, il fera beau. Peut-être même qu'on en rigolera, tant mieux. Et voilà. En tous les cas, on croise tous les doigts pour que le festival ait bien lieu et surtout que les jauges augmentent. Oui. Voilà, c'est surtout ça. Absolument. C'est important. Merci beaucoup Samuel d'être venu sur le plateau. Merci à vous. Et à nous parler de ce beau festival qui va avoir lieu. Merci. Merci. On passe maintenant à l'invité suivant. On va accueillir, je crois, un certain Nicolas Brett du groupe Toz Evans. Voilà, merci. Bravo et merci Marion pour cette interview de haute voltige. On va continuer notre rubrique. On vous donne la parole en compagnie d'un autre acteur réputé de notre secteur. À nos côtés, en compagnie de Yves qui m'a rejoint, nous recevons Nicolas Brett, président de Toz Event et dirigeant du traiteur organisateur de réception Serge Magnier. Bonjour Nicolas. Bonjour. Et merci d'être parmi nous pour faire un point ensemble sur votre activité en cette période particulière. Je vous propose de présenter d'ores et déjà votre groupe, le groupe Toz Event donc. Alors le groupe, je vais vous donner quelques chiffres en 2019. 2019, c'est 220 équivalents temps plein, dont 150 CDI, 22 millions d'euros de chiffre d'affaires, 3 traiteurs, un qui s'appelle Serge Magnier à Lyon, un deuxième à Marseille la Truffe Noire et un troisième à Grenoble. Donc une couverture relativement large. Là, nous intervenons de Paris à Cannes et de Clermont-Ferrand à Genève. On va jusqu'en Suisse. Très bien. Bien, Yves écoute, oui, Nicolas, bonjour. Vous connaissez bien, je crois. On se connaît depuis quelques années, bien sûr. Donc Nicolas, on se connaît effectivement. Rachat de Serge Magnier 2014, ensuite la Fine Fourchette à Grenoble, la Truffe Noire à Marseille. Et donc il y a 2 ans en arrière, je t'aurais dit, mais où vas-tu, où t'arrêtes-tu, quelles sont les ambitions? Mais bon, maintenant j'imagine que les cartes sont redistribuées. Donc raconte-nous un petit peu. Quel est ton quotidien? J'imagine les mariages sont arrêtés, les événements d'entreprise sont arrêtés. Qu'est-ce qui fonctionne actuellement? Alors, effectivement, tout l'événementiel est arrêté. Nous, on a décidé de... D'abord, on a continué notre activité repas en entreprise, plateau repas, qui fonctionne plutôt bien, puisqu'on fait à peu près 40% de notre chiffre d'affaires habituel sur ce secteur. Et puis surtout, on s'est dit, il y a 2 façons de faire. Soit on attend que la crise passe et on reste chez soi, soit on prépare la reprise et on fait en sorte de garder la motivation et nos équipes. Donc on a gardé la totalité de nos CDI, on n'a fait aucun chômage économique. Pourquoi? Parce qu'on est persuadé que lors de la reprise, on aura besoin de tout le monde. Donc on a travaillé sur plusieurs points. D'abord, premier point, la formation des collaborateurs. Et notamment tout ce qui est formation, nouvelles tendances,
On a travaillé notamment avec l'Institut Paul Bocuse, on a envoyé certains de nos cuisiniers. C'est-à-dire que vous avez fait de la prospective un petit peu, c'est-à-dire Tout à fait. Vous avez imaginé peut-être le secteur à l'avenir. Il y a de nouvelles tendances qui s'affichent très clairement, notamment dans le domaine culinaire. Donc c'est une manière de revoir les cartes. Tout à fait, revoir les cartes. Et ça, pour nous, c'est important. Et on savait que ça permettait à nos équipes de travailler. Alors effectivement, lorsqu'on parle de pâtisserie végétale ou végétarienne. Ah oui, effectivement, je préfère le chocolat, moi. Voilà. Bon. donc ça, c'est un premier point donc très important. Puis ça permet de garder la motivation. Deuxième point, on a décidé d'investir énormément pour la reprise dans tout ce qui est la communication digitale. Donc on travaille avec des agences qui nous aident là-dessus et surtout on a formé nos chefs de projet à bien communiquer sur tous les réseaux Internet, etc. Et puis, dernier point, on a revisité, pas uniquement notre nourriture, mais tout le parcours client, l'expérience client, car on pense qu'elle va être complètement différente lors de la reprise. D'abord, il y aura des formats importants, puisque nous, on était habitués à avoir des gros formats de 2000, 3000, 4000, 5000 personnes. Et donc, on a revisité toute l'expérience client. Donc des nouvelles cartes, nouvelles expériences des clients, équipes, voilà. Nouvelles approches, nouveaux services, formation des équipes. Donc voilà. Tout ça est prêt pour la reprise. Donc comment vois-tu cette reprise, puisque on la repousse de mois en mois, nous professionnels de l'événementiel, ce qui c'est pas très très drôle. J'imagine que alors tu parles au nom de la société du groupe TOS Events, mais également pour ceux qui nous regardent, pour les traiteurs éventuellement qui nous regardent, que va devenir la rentrée et quels sont le soutien et les aides qu'apporte l'association Traiteurs de France avec laquelle tu es très proche. Alors, on a la chance de faire partie de l'association Traiteurs de France, qui est une association de 37 traiteurs qui sont très connus et bien référencés dans chacune de la région. Et réputés. Des pépites régionales. Nous, on est ISO 20121, ce qui nous permet, je dirais, de faire face à cette crise, d'être présent dans tout ce qui est RSE, achats locaux. Donc ça nous permet déjà d'être bien en avance là-dessus. On est aussi très social et on est capable de faire la redistribution alimentaire lorsque c'est nécessaire. Pour éviter le gaspillage. Tout à fait. Donc on a la chance de participer et je pense qu'on ne peut plus être seul aujourd'hui. Et le fait d'être dans une association aussi dynamique nous permet effectivement d'échanger, de penser à ce que va être demain, sachant qu'en fait, je ne sais pas ce qui va être demain. Le plus important, c'est de voir tous les scénarios possibles et de se dire, c'est peut-être ce scénario qui va être là, peut-être ça va être celui-là, on sera prêt. On va parler par exemple du protocole sanitaire. Qui peut aujourd'hui nous dire ce que va être le protocole sanitaire ? On n'en sait rien, effectivement. Simplement, nous, ce qu'on dit, nous, on sera prêt. Quoi qu'il arrive, on sera prêt. On l'a déjà prouvé lors de l'été dernier, où c'est un peu réouvert. Donc, on sera prêt parce que c'est notre métier, je dirais, de s'adapter et de pouvoir, je dirais, faire en sorte de faire des moments conviviaux, des moments sympathiques, tout en préservant la sécurité sanitaire de nos collaborateurs et de nos convives. Donc concrètement, ça veut dire qu'au regard du flou ambiant, même s'il y aura des annonces ce soir, notamment avec un déconfinement territorialisé, de ce qu'on comprend, progressif, vous avez imaginé des scénarios et vous piocherez dans ces scénarios en fonction de finalement des informations qui viendront au compte-gouttes par ailleurs. Et vous avez construit ça en fait en interne. Tout à fait. On est en train de regarder beaucoup de pistes. On dirait même peut-être un peu trop. Mais on se dit, à un certain moment, lorsqu'une tendance va plus se dessiner qu'une autre, on pourra y aller. Et dégainer rapidement. Rapidement. Nous, la reprise, comment on la voit ? Eh bien, on la voit, c'est très compliqué. En tout cas, il y a une chose qui est certaine, c'est que il y a une appétence de nos clients, on le voit bien, de refaire des événements. On voit beaucoup de chefs d'entreprise qui veulent réunir leurs équipes. Il y a un frémissement là un petit peu. Il y a un frémissement, etc. Alors effectivement, les congrès internationaux, c'est pas pour tout de suite. Nous, ce qu'on espère surtout, c'est que comme le marché va être très tendu, c'est-à-dire qu'il va y avoir beaucoup de demandes, et bien qu'il n'y ait pas une bagarre de prix. Et puis surtout que nos clients, ils acceptent que nos coûts sont un peu différents. D'accord. On parle beaucoup de nous. On a un de nos coûts les plus importants, c'est les matières premières. J'ai forcément les matières alimentaires. Et bien maintenant, on fait de plus en plus du local, on fait de plus en plus du bio.
Donc forcément, c'est des coûts beaucoup plus élevés. Hein. Et nous, on espère, on le souhaite, en tout cas, on communique beaucoup auprès de nos clients pour que ils entendent le fait que demain, effectivement... Ça veut dire que les prix risquent de bouger à la hausse, tu veux dire ? Les prix risquent de bouger à la hausse, et ce qu'il faut, c'est éviter qu'il y ait justement une bagarre de prix, parce que personne n'y aura intérêt, entre nous, traiteurs événementiels. Alors justement, c'est peut-être la force de l'association des traiteurs de France qui ferait qu'entre vous, au regard d'un pic d'activité qui serait soudain, vous arriviez à réguler finalement tout cela. Alors oui, d'une part, et puis d'autre part, on est aussi beaucoup en contact dans chaque région avec d'autres traiteurs événementiels qui partagent aussi ces points de vue. Ce qu'il faut, c'est, alors bien entendu, c'est pas une question de faire des ententes illicites, puisque évidemment, c'est complètement interdit. Mais simplement, je veux dire, il faut être raisonnable et ne pas, je dirais, voir uniquement le chiffre d'affaires qui, je dirais, forcément, va être happé. Sachant d'autant plus que la reprise pour nous va être, je pense, va être compliquée au niveau des équipes. Qu'il va falloir remettre. Il y a des collaborateurs chez nous qui n'ont pas travaillé depuis 1 an pratiquement. C'est ça, oui. Donc ça veut dire qu'il va falloir les accompagner positivement et refaire en sorte que, je dirais, il y ait une productivité à nouveau qui soit saine et sereine. Voilà. Mais vous les avez gardés quand même mobilisés, puisque vous les avez formés, vous les avez accompagnés, donc normalement ils étaient au fil de l'eau. Voilà, on ne sait pas comment sera la reprise. Est-ce qu'elle sera progressive? Est-ce qu'elle sera soudaine? Oui, on ne sait pas. C'est ça. Alors, mon avis, c'est qu'elle sera soudaine et elle redescendra après. Parce qu'il y a une telle demande, une telle appétence. Oui. Avec une problématique, c'est qu'il va y avoir beaucoup de petits et moyens formats et non pas de gros formats. D'accord. Et donc, ça risque d'avoir être important en nombre. Voilà. D'accord. OK. Merci en tout cas. Très bien, mais en tout cas, de voir qu'un groupe a réussi quand même à garder ses collaborateurs, ses compétences et ses ressources. C'est le plus important. En sachant qu'effectivement, on espère une reprise très rapide, parce que le risque, c'est de perdre ses expertises et ses compétences quand l'activité revient, et de se dire, mince, j'ai plus personne derrière moi pour remplir les commandes, quoi. Ce qui est le cas de l'hôtellerie, parce que dans l'hôtellerie actuellement, il y a beaucoup de gens qui lâchent, qui démissionnent, qui changent de job, et les hôtels ne savent pas comment ils vont reprendre, avec quel staff et quelles équipes. Alors, moi, je ferai une petite conclusion, si je peux me permettre. Bien sûr. Volontiers, Nicolas. J'ai vu dernièrement pas mal de jeunes qui dansent dans la rue, et j'aime beaucoup ce slogan qui dit « La peur n'empêche pas de mourir, mais l'empêche de vivre ». Voilà. Bon. Eh ben, très bien, on peut sous vos applaudissements, Nicolas, en plus. Merci encore pour cette belle formule, votre optimisme. Nicolas Brett, je rappelle, vous êtes évidemment président de TOS Events. Merci d'avoir été parmi nous pour partager ce temps d'échange ensemble. Allez, on va retrouver tout de suite notre duo de Lulu sur la colline avec notre rubrique spectacle. Bonjour à tous, merci d'être parmi nous. Alors aujourd'hui nous sommes le jeudi 22 avril, nous fêtons les Alexandres et les Alexandras. Alors Alexandre qui nous vient du grec alexéen qui veut dire repousser et andros qui veut dire homme. Voilà, donc repousser les hommes. Voilà. Alors aujourd'hui, on souhaite un joyeux anniversaire à plusieurs célébrités, puisque aujourd'hui nous fêtons l'anniversaire de Denis Podalides, de François Berléand, de Nicole Garcia et de Jack Nicholson. Ah, j'aimais bien lui. Voilà. Alors aujourd'hui, nous sommes donc le 112e jour de l'année. Allez, il n'en reste plus que 253. Voilà. Et enfin, le soleil aujourd'hui s'est levé à 4h48 et se couchera à 18h52. Je vous laisse la parole, Michel. Merci vraiment. Je ne sais pas ce que vous avez mangé, mais c'est voilà. Alors donc Event Again, donc le 22/4. Alors donc on a Anne et Olivier qui sont venus dans un premier temps pour nous expliquer qu'en fait c'était les vacances, c'est ça. Donc qu'est-ce que c'est les vacances quand en fait on est en stand-by? C'est un peu tout le temps la même chose. On glande, voilà. Donc, alors ils n'ont pas glandé effectivement eux parce qu'ils ont fait une réunion avec Laurent Wauquiez parce qu'apparemment il y avait 5000 boules à prendre et ils sont rentrés bredouilles. Donc pas d'aide. Il n'y a pas d'aide, mais
il y a des informations. Et ça, c'est vachement important. À un moment donné, moi, et on peut télécharger le règlement. Alors, je dis, tiens, et non, c'est le règlement, c'est bien avec les articles et tout ça, c'est pas le règlement, le pognon. Hein. Non. Donc, vous énervez pas, c'est juste si vous avez un truc à faire, il y a un truc à lire. Voilà. Donc, Laurent Wauquiez a écrit un courrier à Castex. Eh ouais, donc ça y est, apparemment la filière événementielle a été identifiée et là ça fait plaisir, hein, parce qu'il aura fallu le Covid pour s'apercevoir que les meetings politiques ne sortaient pas de terre comme des champignons. Ils arrivaient dans des salles, les mecs ils croyaient que c'était tout prêt, que c'était tout le temps comme ça. En fait non, il y a des mecs qui bossent et c'est pour ça qu'il y avait Big Malion. Bon, on n'en parlera pas. Oui, ça sert pas qu'à faire du. Oui. Alors voilà. Qu'est-ce qu'il y a donc? Il va y avoir une AG sur l'avenir de l'assaut. Moi, j'espère que l'assaut va bientôt crever, comme ça on aura fini, parce que sinon, plus on est là, plus c'est la merde. Voilà, mais après on trouvera une autre solution pour que ça se passe mieux. Mais là, en l'état, bon, ça fait chier tout le monde qu'on puisse pas travailler. En fait, c'est juste ça. Il va y avoir donc 2 trucs en mai, le 6 mai et le 20 mai. Et fin juin, il y a une seule visio pour faire un récap pour ceux qui n'avaient pas tout compris. Voilà, vous avez peut-être une autre intervention? Oui, tout à fait. Je tiens à apporter ma pierre à l'édifice, puisque sachez que le 22 avril en 1370, fut posée la première pierre de la Bastille. Voilà. On n'y pense pas assez, ça non plus. Non, c'est très important. Et le 22 avril 2010, une plateforme pétrolière coule au large de la Louisiane, dans le golfe du Mexique, provoquant une fuite géante, stoppée 5 mois plus tard. Comme quoi, c'est chiant. Voilà. Après, on a reçu donc Mathieu Ozanam, le premier qui dit In Excelsis Deo, il est sorti. Voilà, sachez-le. Donc, c'est le président du club de la presse. C'est l'Ours maintenant. C'est aussi, il a créé la revue Ours. Voilà. Donc, il y a une belle remarque de notre comment dire de vous, Monsieur Martin, bien sûr, que vous avez dit qu'en fait, il avait créé ça sur les cendres. Et l'autre, il rebondit dessus. Les cendres, c'est un bon terreau. Ça sentait ça jumpait à fond. Donc le 21 février 2020, donc tu as eu du pif, Mathieu, ça fait plaisir, tu as ouvert un truc, c'était pas Ours qu'il fallait l'appeler, mais Oups, plutôt. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre encore? Donc, il nous a parlé, bien entendu, des 3 piliers pour que le truc fonctionne. Donc, l'abonnement, la publicité guide en ligne. Parce qu'il ne veut plus que les gens aillent sur Google. Donc, faites gaffe, Google, attention, il n'est pas d'accord, Mathieu. Et donc, le mec, il se met en face de Google. Et puis, il y a l'événementiel. Et c'est un mec vachement bien parce qu'en fait, il a quand même réussi à obtenir de l'argent des banques. Alors là, on se demande comment, parce qu'il est fort. Donc, du coup, on comprend mieux pourquoi il a envie de s'attaquer à Google, parce que pour lui, rien n'est impossible, visiblement. Voilà. Allez-y, après, il y a... Non, j'allais dire chapeau melon et botte en touche pour ce prêt obtenu. Voilà, c'est ça. On est en train de la perdre, plus ça va. Et donc, en parlant de... Et donc, il y a Jazz à Vienne. Alors là, on a eu 17 minutes de Jazz à Vienne. Avec Marion Marie qui a vraiment... qui a tout fait. Elle a tout fait. Mais bon, voilà. Donc, on sent que le mec, il a morflé. Il était fatigué. Il est content parce que lui, il fait un festival, mais c'est pas important qu'il y ait des festivaliers. S'en fout, qu'il soit présent, en tous les cas, il n'est pas à la course au billet. T'as de la chance. Et donc la billetterie, c'est un pari. Est-ce que le public est présent? Il a envie d'y croire? Nous aussi. Là, c'était juste le début. Après, donc, Jazz à Vienne, alors, ce qu'il faut, on comprend maintenant pourquoi Vienne, dans l'esprit des Parisiens qui reviennent de vacances, c'est surtout le péage. C'est pas le moment où on se marre le plus, voilà, des vacances. Donc tout va bien en fait pour le festival de jazz à Vienne. Allez-y parce que le mec là, il commence à avoir des idées particulières là. Faut y aller, prenez les billets parce qu'il faut qu'on sauve des gens parce qu'ils ont décidé de se confiner volontairement le 10 juillet. Le mec, on lui a rien demandé, il va y aller, il va se mettre un masque, il va pas pouvoir sortir, il va essayer de faire un toit sur le théâtre romain.
On est fatigué. Oui. En tout cas, on espère que ça va se faire et que le jazz advienne que pourra. Oh putain, oui pardon, c'est Vienne que pourra bien sûr. Voilà. Et après on a eu bien entendu Nicolas Bret, alors là pas pareil, ou Brett comme vous voulez, on l'appelle comme on veut, hein, voilà. Le mec quand même là, on a senti qu'on avait affaire à un mec qui était dynamique, mine de rien, hein, un mec qui avait la pêche, et je dis pas ça parce que c'est lui qui m'a nourri tout à l'heure, mais aussi reconnaissance du ventre, très important pour moi. Donc il s'est aperçu en fait qu'il fallait garder des emplois, ça c'était vachement bien, ça on peut lui tirer notre chapeau. Donc il a dit, quand tout est arrêté, soit on attend, soit on prépare la reprise. Et ben lui, il a décidé de préparer la reprise, donc il a formé ses collaborateurs, il fait de la communication digitale, et il nous a dit un truc qui est vraiment important, que les gens maintenant comprennent, mais ça fait des années que c'est vrai, hein, les gens ils commencent à s'en apercevoir, je ne sais pas ce que va être demain. Ça c'est... Mais ça, on le dit. Il a fallu qu'il y ait un Chinois qui fasse tomber une putain d'éprouvette sur un pangolin qui sodomisait une chauve-souris. Et on s'aperçoit aujourd'hui qu'on ne sait pas ce que va être demain. Et je ne peux pas on ne sait pas si on sera... Fais de la moto, ça je le vis tous les jours. On ne sait pas si on pourra éteindre la moto. On peut l'allumer, ça on sait, mais après il y a des gens qui s'occupent de demander à Coluche. Bon voilà, et dernière phrase, donc apparemment demain ils seront prêts, ça c'est sûr, et il y a un truc que j'ai relevé, parce que c'est là qu'on voit le mec en fait, tout le monde dit ouais il est traiteur, ils font de la... Non, philosophe. Attention, Confucius n'a qu'à bien se tenir. La peur n'empêche pas de mourir, mais elle empêche de vivre. Voilà. Et ça, tout à fait. D'ailleurs, oui, je vais terminer pour rebondir sur cette citation. On préfère que vous rebondissiez sur moi, mais enfin ça c'est... Non, on repousse les hommes aujourd'hui, attention, oui, Alexandre. Vrai, Alexandre. Voilà, donc une citation de Paul Léoto qui nous dit « L'intelligence, une question de chimie organique, rien de plus. On n'est pas plus responsable d'être intelligent que d'être bête. » C'est vrai. Et enfin... Je terminerai sur... Je voulais parler de Paul Léoto, bien entendu. Allez-y, Paul Léoto. Ça n'a rien à voir avec l'automobile. Hein. Voilà, allez, on y va. Voilà. Et donc, le dicton du jour, puisque le 22 avril, c'est également la Sainte Opportune. Pluie le jour de Sainte Opportune, ni cerise, ni prune. Roulez doucement ou à fond les ballons. Pas de prune. Allez, ciao. Merci beaucoup. C'était le théâtre Lulu sur la colline. Bye. Alors, on en profite. Une actualité prochaine pour Lulu sur la colline ? Alors, vendredi 30 avril à 20h30, donc on va commencer à mettre en ligne donc demain. Alors, on va expliquer parce que visiblement, tout le monde ne comprend pas. Ah. Même ici, d'ailleurs, parce qu'à force qu'on explique qu'ils peuvent prendre les places et qu'ils peuvent venir, on voit ni les places ni venir. Donc les mecs, bougez-vous un peu le cul, hein, il y a un moment donné. Voilà. Solidaire. Voilà. Oui, solidaire, mais ils ont plus solide que d'air. Là. Non, on plaisante. Donc voilà. Donc pour que vous compreniez bien, on joue une pièce qui s'appelle Poupée gonflante. Le pitch, c'est un couple qui a 15 ans de mariage, ils ont la cinquantaine. Et on est le jour de la Saint-Valentin. Ouais, et le jour de la Saint-Valentin, il y en a un qui a décidé, parce que ça fait 1 an qu'ils ne font pas l'amour, il a décidé, le mari, de faire en sorte de créer un peu de piment. Et forcément, ça repart en vrille à chaque fois. Et là, il y a une poupée gonflable qui arrive et qui est livrée, et en fait, qui va prendre vie. Et puis, et qui a des pouvoirs magiques et qui est là pour les aider ce couple. Voilà. C'est drôle, il y a de la magie, il y a de l'humour, il y a de la musique, il y a de la nuisette aussi. Il y a du sexe, il y a de la chorégraphie. Voilà. Il y a un peu tout. Donc voilà, c'est 9 € sur le site. C'est ça, on réserve en ligne. Voilà. C'est sécurisé. C'est pour vendredi prochain. Voilà, c'est pour la semaine prochaine. Oui, n'ayez pas peur. Hein. A priori, il y a les codes de sécurité. Voilà, ça c'est Jean-Paul II, bien sûr. D'accord. Voilà, et en fait, donc vous achetez votre place, c'est 9 € par personne devant l'écran, et ensuite vous avez une semaine pour regarder en replay quand vous voulez. Si jamais vous n'êtes pas disponible le 30 avril à 20h30. C'est comme Event Again, mais c'est payant. Et l'horaire du spectacle ? À 20h30. Vendredi 20h30. Très bien, c'est noté. Replay, c'est quand vous voulez. Hein. Aussi, évidemment. Voilà. Merci beaucoup Lulu sur la colline. Prochain webinaire, Event Again, le 6 mai sur vos écrans. Surtout, continuez à nous suivre sur la page LinkedIn pour rester au contact de votre association. Event Again, et donc de nous écrire à l'adresse suivante, eventagain.asso@gmail.com. Bonne journée à tous, on reste en contact. À bientôt.